On vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regards croisés. Le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Rodrigue Ahedo. On parlait du Nigeria où 36 personnes ont été enlevées dans 2 églises. Credo, vous aviez la parole. Oui, je voudrais développer l'autre aspect qui pourrait aider les forces de sécurité nigérianes à endiguer le phénomène ou bien la progression des djihadistes. C'est beaucoup plus misé sur les renseignements internes. Sur les renseignements internes, en ce sens qu'il va falloir qu'il y ait une certaine communion entre les forces de sécurité nigérianes et les populations civiles. Parce que si vous avez la chance d'aller à Abuja, si vous avez la chance d'aller au Nigeria, même à Lagos ici, vous verrez que vis-à-vis des populations civiles, les militaires, les corps habillés se prennent pour des dieux. Donc ce qui fait qu'ils sont assez distancés et le civil a toujours peur d'approcher le corps habillé. Donc cela fait que la distance ne facilite pas la remontée des informations. Parce que avec les plus de 60 motos, ils sont venus en moto, on ne me dira pas que un citoyen lambda ne les a pas vus progresser. Mais si c'est qu'il y avait cette communion avec les forces de sécurité, peut-être qu'on aurait déjà donné l'alerte pour qu'ils soient maîtrisés avant même de venir commettre leurs actes. Donc là, le Nigeria a un réel problème en termes de sécurité. Il va falloir allier le travail des forces de sécurité avec le système de renseignement pour pouvoir progresser. Et cela est valable pour tous les pays de l'espace CEDEAO. Allez, on va quitter. Juste pour dire que, pour moi, le problème du Nigeria sur le plan sécuritaire est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on pense qu'il y a une baguette magique pour régler ce problème. C'est un problème qui s'élargit à nos États. Vous savez, lorsque les populations sont frustrées, je l'ai dit dans une émission sur une chaîne, je ne sais plus, qu'on est dans un contexte où le chien qui est censé protéger la maison fait peur aux enfants de la maison. C'est un peu ça. C'est un peu dire ce que Credo a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est la relation entre les forces de l'ordre, les forces de défense et les populations au sein desquelles eux-mêmes ils vivent? C'est la grande question. L'homme, lorsqu'il est civil, il est avec vous. Mais lorsqu'il est en uniforme, il devient un loup pour vous. Et si vous avez un problème, vous ne pouvez pas, dans la plupart de nos États, vous voyez un agent arriver, c'est que vous-même, vous vous enfermez dans votre torpeur parce que vous n'avez pas le courage de lui dire « Ah, j'ai tel problème ». Vous voyez la personne comme une sorte de menace pour vous. Et comment est-ce que face à cette triste réalité-là, on peut parler de collaboration entre ceux-là et les populations? Je crois que il faut déjà analyser la situation. Credo a parlé du contrôle routier, simple contrôle sur la route. C'est que vous voyez l'agent, c'est un peu comme si la porte de l'enfer venait d'être ouverte pour vous et vous êtes dans tous vos états. Et alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. C'est un peu comme on parlait du colonel-préfet. Ce serait été suffisant qu'on dise d'envoyer des signes qui rassurent les populations pour que celles-ci, lorsqu'elles constatent quelque chose, qu'il soit facile pour elles d'appeler pour dire « Ah, nous avons constaté ceci, nous avons constaté cela, etc. etc. » Et sur un autre point, c'est un peu comme chez nous, les gens vous narguent. Si c'est la prison, tu m'envoies à 10h, à midi, je suis de retour. Et le gars, il vient, vous nargue. Alors demain, vous n'allez plus avoir dans votre tête l'option de l'envoyer là. Vous serez amené à faire autre chose répréhensible vis-à-vis de la loi. Et ça, je pense que c'est la défaillance de trop qui continue d'alimenter, de renforcer les frustrations et amène les populations à être, je dirais, aux abois tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Je t'assure, si tu veux faire le constat, soit peut-être soit rattrapé par la nuit vers 22h, soit en train d'arriver qu'on t'envoie les lumières de torche pour te demander de t'arrêter, balance pour voir les corps habillés, etc. Tu vas réfléchir par 1000 fois avant de t'arrêter parce que il se peut que ce ne soit pas des gens qui sont censés t'arrêter. Ça peut aussi affecter ta vie. Donc c'est cette problématique-là que nos chefs d'État et d'État-major
se retrouve pour voir dans quelle mesure les populations peuvent elles-mêmes constituer une solution en matière de stratégie de sécurité. C'est très important. On quitte le Nigeria pour le Sénégal. Le principal opposant sénégalais a appelé lundi à une nouvelle manifestation contre le pouvoir le 29 juin, malgré l'interdiction de la précédente et des heurts qui ont fait 3 morts, ainsi qu'à des concerts de casseroles. À partir de mercredi, l'opposant, c'est Ousmane Sonko, Credo OTT. Cette manifestation organisée et qui a fait 3 morts, elle a été interdite. Finalement, l'opposition a voulu faire cela. Ousmane Sonko appelle ses partisans encore sortis le 29 avril. Oui, malheureusement, on ne peut jamais se réjouir des pertes en vies humaines, quels que soient les mobiles ou bien les motifs de revendication. Donc on doit toujours pleurer nos morts. Et ce qui s'est passé au Sénégal, on doit dire plus jamais ça. Sur la terre de Senghor. Donc on ne peut plus souhaiter cela. Et dire également, vous savez, aujourd'hui c'est Ousmane Sonko qui défie Macky Sall. Mais si nous retournons un peu dans l'histoire, en 2011 ou en 2012, ça a été la même stratégie de Macky Sall. Ouais. Contre Ouad. Contre Ouad. Donc c'est dire qu'à un certain moment, la politique en Afrique n'est que du plat réchauffé qu'on fait juste pour emmerder celui qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, lorsque nous considérons le second aspect même de leur prochaine manifestation, ils disent qu'ils vont taper sur les casseroles ou bien dans les casseroles. Donc c'est là où les oppositions africaines font rire. Et on a comme l'impression que c'est des duplicata de stratégie qu'on fait d'un pays à un autre. On en a tapé sur les casseroles dans notre pays, le Togo, mais ça a donné quoi? Vous allez taper sur les casseroles ou dans, et ça va faire du bruit, juste 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps maxi. Mais quel est le résultat que vous voulez avoir de façon concrète? Le résultat probant qu'ils peuvent exhiber, c'est que les gens ont envoyé des bruits vraiment assourdissants, et au niveau de l'opinion, peut-être nous les journalistes, les médias, nous allons relayer cela, ça va faire le buzz oui, ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais quel est le résultat probant pour l'évolution de la chose politique sous le volet de l'opposition? Donc c'est là où je dis, j'ai comme l'impression que les oppositions africaines ont un réel problème. Ils ont un réel problème de stratégie. Et ils ont un réel problème de... Oui, non, lorsque je parle de stratégie, donc j'insinue aussi les repères. Pas parce que d'un pays à un autre, ce sont les mêmes stratégies, disons, improductives qu'on essaie de dupliquer. Et cela est triste. Cela est triste. Dites-moi, Michel, ou bien Rodrigue, mon cher ami, ou Adam, la prochaine manifestation, on va taper dans ou sur les casseroles, mais quelle sera l'étape suivante? Quel est le résultat que ça va donner? Ça va faire du bruit pour du bruit, mais ne pas avoir d'avancée politique. Donc je crois que cela n'est pas vraiment profitable. Mais également, si cela pouvait faire réfléchir Macky Sall, dans une certaine mesure, on peut nuancer. Parce que Macky Sall aussi avait eu à employer de ces manières. De ces manières. Maintenant, le gros du problème, c'est de s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que les revendications portées par cette frange de l'opposition, est-ce que les revendications sont acceptées ou bien acceptables? Disons, beaucoup plus sont recevables. Donc, si c'est dans le bien de l'intérêt de l'évolution du pays ou bien des populations, mais les acteurs politiques ont l'impérieux devoir de s'asseoir et puis d'y réfléchir. Maintenant, si c'est pour le faire, pour essayer de s'auto-définir comme Macky Sall l'avait fait dans l'opposition, le même duplicata que Sonko fait aujourd'hui, donc ça ne serait pas vraiment pour l'intérêt des populations. Et vous savez, Ousmane Sonko est en train de commettre une erreur assez grave. C'est de s'attaquer déjà à la France. Donc la France n'est pas le problème pour le Sénégal, même si on peut être amené à faire des insinuations, mais le fait de le faire, disons, vertement, va lui créer beaucoup plus des soucis. Vous pensez qu'il se base sur le populisme, sur le vent actuel pour mobiliser la foule? Oui, il joue sur, disons,
sa popularité de l'heure, et tout acteur politique essaie de profiter de la situation qu'il a, de l'aura qu'il a dans un contexte donné. Donc il ne peut pas laisser échapper l'aura qu'il a aussi aujourd'hui. Mais maintenant, la grande question de savoir comment est-ce qu'il emploie cette aura pour avoir des résultats probants. Alors Adam, moi je vois le lien parce que Ousmane Sonko l'a dit, le président Macky Sall est en train de tracer son boulevard pour éventuellement se représenter pour un 3e mandat. Et il serait encouragé par la France. Peut-être, c'est pour cela, déjà, il s'attaque à la France. Non, c'est de la petite politique ou du populisme social, tout simplement. Parce que c'est vrai que lorsque vous prenez ces derniers temps, c'est l'opposant en vue au niveau du Sénégal, certes. Mais je pense qu'au niveau de la stratégie, il y a une différence totale au niveau de la stratégie. Parce que lorsque vous prenez ce qui est aujourd'hui mis sur la table, le fait qu'on ait écarté surtout les leaders de ce regroupement-là, de cette coalition, voilà. Et il n'y a pas que eux. Au niveau même du côté même de Macky Sall, il y en a également sur les mêmes termes qui ont prévalu pour donc les écarter, les mêmes termes ont été donc retenus contre d'autres là. Donc moi je pense que c'est vrai, en tant que leader de l'opposition, surtout lorsque nous prenons des pays comme le Sénégal, qui est plus ou moins une démocratie célébrée dans la sous-région, il est évident qu'on ait une voix qui puisse donc porter la voix de tous les autres. Mais moi je me dis, en termes de stratégie, comme venait de le dire tantôt, il faudrait quand même que la stratégie qu'on déploie puisse donc donner des résultats. Et qui puisse donc conscientiser la population en étant sûr que voilà la stratégie adoptée donnera les résultats. Mais la stratégie actuelle, c'est justement, à mon avis, pour faire justement de la figuration et laisser prévaloir que voilà, on a encore une force à pouvoir donc mobiliser. C'est ce qu'il est en train de décrire, mais en termes de résultats, on sait pertinemment que ça n'aboutira à rien. Moi, j'aurais préféré qu'au-delà de sa posture actuelle, qui, plus ou moins, essaie d'effrayer un peu Macky Sall, pourrait donc l'amener à mener des diplomaties de couloir et faire en sorte que cette posture-là puisse être enlevée et permettre aux gens de pouvoir être retenus. Ce qui n'a pas été le cas, même si on estime que la Cour constitutionnelle, qui est le dernier recours, a tranché, mais il appartient aux politiciens de pouvoir donc réunir, parce que c'est eux qui créent les tests, c'est eux encore qui les défendent, donc il leur appartient de rester. Et lorsqu'ils usent donc de cette stratégie-là, moi je pense qu'il aurait plus à gagner que de pouvoir rester dans une posture de perturbation du bon fonctionnement de l'État. C'est en tout cas ce que dénonce aujourd'hui Macky Sall. Et au même moment, comme l'a dit, il essaie, comme vous l'avez dit, au fait que Macky Sall aujourd'hui est peut-être soutenu par la France pour un 3e mandat jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas tout à l'heure lorsque vous les prenez. C'était même la question qui était aussi posée au niveau du Bénin, donc il a fallu que le président Talon sorte pour dire que voilà, je ne briguerai plus un 3e mandat. Mais quand même, je pense qu'il appartient à partir de Talon, même Macky Sall aussi, à sa stratégie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les tests au niveau du Sénégal, même s'il le permet, on l'a vu avec le président, la population l'a sanctionné dans les urnes. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait adopter les bonnes manières pour mobiliser la population en les faisant quoi. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les populations, vous l'avez dit, un nouveau vent sous, nous ne sommes plus en face des populations qu'on a connues par le passé ou qu'on traîne en bourrique, quelle que soit la stratégie. Aujourd'hui, les gens réfléchissent bien. Et cela peut jouer en sa défaveur si tel que les gens savent pertinemment qu'ils veulent tout simplement adopter une stratégie ou une posture pour bloquer le bon fonctionnement de l'État. Or, aujourd'hui, les gens savent que ce que nous avons en commun et en partage est à l'État. Et lorsque vous adoptez cette stratégie pour bloquer le bon fonctionnement de l'État, vous risquez d'affecter cette popularité que vous avez là. Et c'est ce que moi, je ne conseille pas à cet opposant-là. La dernière manifestation interdite, d'ailleurs, a fait 3 mois. Plusieurs blessés. On avait écouté le président Macky Sall, c'était en France. Il dit c'est dur, mais on va aller aux élections le 31 juillet à venir. Est-ce qu'on n'a pas des inquiétudes à faire pour le Sénégal aujourd'hui? Écoutez, il y a de sérieuses inquiétudes à se faire à ce propos lorsqu'on est surtout en face d'une situation où c'est carrément un président qui est en train de finir son 2e mandat, qui esquisse les pas d'un 3e mandat. Et c'est ce qui est fondamentalement reproché à Macky Sall dans cette situation-là. Et aujourd'hui, il ne va pas,
comme comment dirais-je, il y va comme les autres ont l'habitude de le faire dans l'espace CEDEAO. Comme ils sont solidaires en stratégie, ils se conseillent, ils se soutiennent les uns les autres. C'est comme ça ils font. D'abord tripatuer les constitutions, charcuter les limitations de mandat, et puis je dirais militariser les institutions ou robotiser les institutions de la République pour en faire leur propriété privée et dicter la loi aux autres. Donc je crois que c'est ce qui se passe. Moi je ne vais pas donner de leçons aux partis politiques de l'opposition. Vous savez, quand on prend le contexte de la CEDEAO, il y a 3 voies aujourd'hui pour arriver au pouvoir. Et il faut analyser ces 3 voies. La première, qui est légale et légitime, qui confère la légitimité, la légalité, c'est la voie électorale. Aussi faudra-t-il que les élections soient bien organisées, soient crédibles, libres, démocratiques et transparentes, avec des résultats qui sont les traductions directes des urnes par les populations. Alors, quand on prend la deuxième stratégie, aujourd'hui, qui a fait ses preuves ailleurs, c'est un peu la rue. On l'a vu au Burkina, qui a mis fin, par exemple, à la longévité de Blaise Compaoré à la tête du pays des hommes intègres. Et la troisième voie, quelqu'un l'a dit sous les tropiques, prenez les armes. Et prendre les armes, c'est beaucoup de risques pour les États. Et donc, je crois que ceux qui dirigent les pays ne doivent pas pousser les gens à ce genre de réflexion. Et donc, sur ce point, je ne dirais pas que manifester, parce que le législateur reconnaît les manifestations. Même si on a la manie de manipuler les tests pour empêcher les gens de manifester, la liberté, ça s'arrache, ça ne s'octroie pas. On n'offre pas la liberté. Le Togo, on n'a pas offert l'indépendance au Togo. Le Togo s'est battu pour avoir son indépendance. C'est juste une parenthèse pour dire comment on arrache la liberté. Et donc, si les opposants pensent que le pan de liberté ou d'expression de mécontentement qui leur reste, c'est de taper dans les casseroles, c'est de faire des manifestations, figurez-vous qu'on ne va jamais accepter ces manifestations-là. Et donc, aussi longtemps que vous allez attendre qu'un jour, un pouvoir vienne vous dire, vous pouvez manifester, c'est que vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Et donc, moi, il faut défier l'autorité. Je ne parlerai pas de défiance parce que les autorités aussi défient les tests, les constitutions et les institutions de nos États. Parce qu'aucune constitution, dans l'expression directe des peuples tels qu'ils l'ont voulu, n'ont jamais voulu des hommes forts à leur tête. Comme Rollis l'a dit, et qui a été repris plus tard par Obama, il faut des institutions fortes pour que les États soient souverains, pour que les peuples soient épanouis. Mais quand on n'a pas ces éléments réunis, on ne peut que courir derrière ces situations-là. Ça fait longtemps qu'on prête l'intention à Macky Sall. Vous voulez qu'il parle peut-être pour assurer... Qu'est-ce que sa parole va valoir aujourd'hui? Parce que les gens ont parlé, les gens ont donné leur parole de militaire à la tête, les gens ont donné leur parole de militaire, les gens ont donné leur parole de sage. On en a tellement vu et écouté sur le continent qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ces paroles-là valent encore? C'est de cela qu'il s'agit. Il faut poser des actes concrets. Moi, je le dis, on ne peut pas continuer quand on sait qu'il y a la mort naturelle aussi qui constitue un juge. Regardez, comment dirais-je, au Gabon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce que Bongo Père est devenu? Ibeka. On peut partir à tout moment. Ibeka, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti. Le maréchal, il est devenu quoi? Aujourd'hui, on a sur le continent, on a sur le continent des empereurs, on a des jeunes doyens, on a des professeurs, on a etc. etc. On ne peut pas se complaire dans ces postures-là. Je suis dans ces postures-là sans penser au peuple qu'on dirige, parce que tout finit par s'y. La petite pause, elle s'impose. On vous retrouve, Rodrigue, Adam et Credo pour la suite.